Bien. Ouais. Et la dernière fois, je crois qu'on avait vu. Ok, la dernière fois, je crois qu'on avait vu la violence. J'aimerais aujourd'hui poursuivre le cours sur la violence ouais, pour terminer avec ce chapitre. Donc, merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on était arrivé à on était arrivé à la violence sexuelle. Donc, on avait vu que la violence sexuelle, il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne et à ses propres désirs et par un abus de pouvoir, soit par l'utilisation de la force ou de la contrainte. Donc, la violence sexuelle est aussi condamnée, d'accord, par les lois, que ce soit les lois internationales, mais aussi par des lois nationales. Donc, il est interdit de forcer quelqu'un d'avoir une relation sexuelle avec vous, d'accord, sans votre consentement, sans son consentement. Donc, et en consentement, ce n'est pas comme on le pense d'habitude, on dit qui ne dit mot consent, mais sans oui, écoute, c'est non, d'accord? Donc, il faut le comprendre dans ce sens. Et par exemple, l'Université Laval a fait toute une campagne de sensibilisation avec ce slogan sans oui, c'est non. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense tout le temps, à ce qu'on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit pas oui, tu ne dis mot consent. Donc, non, mais non, ça ne passe pas comme ça. En matière de harcèlement, c'est que sans oui, c'est non. Donc, c'est pour vous mettre dans le contexte, pour dire quand est-ce qu'il y a violence sexuelle ou pas. Donc, et puis, mis à part des contextes culturels, parce qu'il y a aussi des contextes culturels un peu très complexes. Mais au fait, on peut dire que selon l'Université Ottawa, la violence à caractère sexuel s'étend sur tout acte sexuel ou mettant en cause l'identité sexuelle et l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique. Donc, tant que, par exemple, la personne n'est pas consentante, donc on est dans ce qu'on appelle en fait une violence sexuelle. Donc, ça peut prendre plusieurs aspects. Donc, ça peut couvrir plusieurs aspects, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, mais il s'agit quand même un, il s'agit quand même d'un acte condamnable. C'est-à-dire, c'est le fait de forcer quelqu'un à avoir un rapport sexuel ou, par exemple, la violence sexuelle peut être aussi le fait d'utiliser un objet sexuel, un objet, par exemple, pour soit une pénétration, que ce soit anale ou buccale ou vaginale, peu importe. Donc, ça peut être aussi des attouchements. Ça peut être, mais c'est pour vous dire que, par exemple, l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel et le harcèlement criminel. Donc, tout ça, en fait, tout ça fait partie de ce qu'on appelle, de cette grande catégorie qu'on appelle violence sexuelle. Donc, maintenant, la violence physique. La violence physique, on va dire que c'est la forme de violence qui est la plus, euh, la plus visible, la plus facile à, à voir ou à identifier. Donc, la violence physique se caractérise surtout par l'emploi de gestes violents ou d'une action violente envers une autre personne. Donc, la violence physique, quand on peut dire qu'il y a violence physique, c'est quand quelqu'un utilise la force physique pour contraindre quelqu'un à faire quelque chose ou à faire ce que la personne n'aurait pas fait sans cette contrainte-là. Donc, la violence physique, mais par exemple, la violence physique peut conduire à d'autres formes de violence. Comme je vous l'avais dit,
la dernière fois, c'est que quand on parle de la violence, quand on parle de la violence ou quand on parle d'une violence, en fait, une violence ne marche jamais seule. Une violence entraîne toujours une autre forme de violence, par exemple. Donc, quand on est dans la violence physique, on peut facilement passer de la violence physique à la violence, par exemple, verbale, ou on peut passer de la violence verbale à la violence physique, on peut passer de la violence physique à la violence psychologique. Donc, c'est-à-dire, il y a des passerelles entre les différentes formes de violence. Bon, maintenant, on parle de violence physique, c'est quand il y a gifle, en fait, le fait de pincer, de secouer quelqu'un, serrer les bras de quelqu'un, mordre, pousser, empoigner, donc tirer par les cheveux, donc donner des coups de pied, frapper, séquestrer, menacer avec une arme, ou faire une tentative de meurtre, lancer des objets. Donc, c'est-à-dire, c'est autant de choses qu'on peut catégoriser dans ce qu'on peut appeler la violence physique. Donc, la violence physique, c'est vrai, généralement, c'est cette forme de violence qu'on est, en fait, je sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est cette violence qui est beaucoup plus visible dans la société, je ne crois pas. En tout cas, il fallait peut-être faire une étude pour vérifier, mais c'est cette violence qui est faite, par exemple, dans notre société, en Haïti, qui est beaucoup plus connue. En tout cas, on sait que quand quelqu'un frappe quelqu'un, bouscule quelqu'un, donc on sait qu'on est dans la violence. Pourtant, il y a d'autres formes de violence qui sont plus subtiles. Donc, on peut être là-dedans, mais même la personne n'est pas consciente qu'on est en train de la violenter. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est que toute forme de violence est condamnable. Bon, maintenant, la violence physique, dans notre contexte, le contexte haïtien, on n'est pas sans savoir que les enfants qui sont à l'école sont victimes de violences physiques en permanence. Et c'est devenu, comment je peux dire ça? C'est pas condamnable dans notre contexte. Quand je dis dans notre contexte, c'est pas condamnable, c'est que la société ne condamne pas cette forme de violence. C'est condamnable, mais je vais dire plutôt, ce n'est pas condamné, cette violence. Donc, mais un enfant, par exemple, qui n'arrive pas à apprendre sa leçon, et puis on peut fouetter cet enfant. Écoute, c'est des formes de violence, on vit avec, on est habitué avec, on est là-dedans tous les jours, et en fait, quelqu'un qui va protester ou qui va contester dans les rues, par exemple, pour une raison ou une autre, donc se fait tabasser par la police. Donc on est dans la violence physique. Et c'est des formes de violence. C'est comme quoi un policier a le droit dans la tête du policier, dans la mentalité du policier, celui qui est le policier haïtien, par exemple. On pense que c'est comme si c'était normal de frapper un citoyen, mais on n'a pas le droit, ce n'est pas normal, c'est condamnable aussi, d'accord? Tant que la personne ne représente pas un danger ou une menace pour vous, vous n'avez pas le droit d'utiliser la force physique pour quoi que ce soit, mais on sait bien que dans le cas dans le cas haïtien, dans notre contexte, d'accord? Donc, tout le temps, on est victime de la violence physique. Donc, la violence physique est dans notre environnement, on vit avec comme si c'était normal. Donc, on vit avec, écoute, les restes avec, par exemple, ils ou elles passent toute leur vie là-dedans. Donc, en fait, il y a des femmes, moi j'ai connu des étudiantes qui ont été des femmes battues, d'accord, qui ont passé toute leur vie à être dedans, à être battues par des hommes. Donc, à l'église, c'est très, 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 euh, c'est devenu une problématique, d'accord? Les femmes chrétiennes sont des femmes, bon, la plupart du temps, c'est des femmes battues, d'accord? Donc, là, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que c'est une problématique importante dans notre société quand on parle de la violence physique.
D'accord? On est en train de parler d'un phénomène qu'on constate tous les jours et qu'on constate, on essaie de justifier certaines formes de violence. C'est comme si, là, c'est comme si, en fait, un mari, par exemple, pourrait battre sa femme si sa femme est infidèle, par exemple. Bon, c'est-à-dire, on dit, écoutez, c'est parce que la femme ne se respecte pas, d'accord, en bon cœur, c'est femme qui cherche ça. C'est-à-dire, la femme ne devrait pas. Donc, c'est-à-dire, l'homme peut le frapper si c'est le cas, par exemple. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute forme de violence est condamnable. Et dans notre société, par exemple, on continue à croire que, par exemple, un parent peut exercer de la violence physique sur son enfant, par exemple, pour le frapper, pour le battre. Et en plus de cela, on peut dire ça peut aller encore plus loin, par exemple, le fait de donner des punitions, d'accord, physiques, des châtiments corporels à un enfant, soit on le fait agenouiller sous le soleil, et puis avec tout un rituel, je ne sais pas, mais des cailloux ou des pierres dans les mains, en tout cas sur la tête, etc. Toutes sortes de, de, de châtiments pour, moi, je pense que ces châtiments-là ne visent pas d'autre chose que d'humilier l'enfant, de faire sentir à l'enfant qu'il n'est rien, qu'il n'est personne. Donc, et quelqu'un qui grandit toute sa vie avec ce sentiment de mépris, par exemple, ce sentiment de rejet de la part de ses propres parents, par exemple, est-ce que vous pensez que, par exemple, cette personne-là par accident, peut devenir quelqu'un de bien? Bon, peut-être oui, mais écoute, quelqu'un qui est victime de violence en psychologie, on nous l'apprend, c'est-à-dire on comprend que, par exemple, ce qu'on a vécu, par exemple, a beaucoup, beaucoup d'impact sur le reste de notre vie, sur notre parcours, sur ce qu'on va devenir. Donc, quand on a une société qui accepte qu'on peut traumatiser ses propres enfants, qu'on peut traumatiser ses propres enfants, qui d'autre on ne va pas traumatiser, par exemple. Donc, on peut fouetter, c'est-à-dire fouetter à mort. Hein. Écoute, il y a des enfants qu'on fouette tellement, par exemple, donc après, ils devraient aller voir un médecin parce qu'ils ont beaucoup de traumas, beaucoup de blessures. Donc, écoute, ces blessures que vous voyez sur la peau, là, écoute, si ça vous inquiète, mettez-vous en tête en tant que psychologue, il y a beaucoup plus de blessures à l'intérieur que vous n'arrivez pas à voir. Vous ne pouvez pas les voir parce que c'est des traumas psychiques. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est les traumas un peu physiques, c'est-à-dire, vous voyez, en fait, tu vois, les bleus, tout ça, mais il y a beaucoup plus de traumas. Il y a beaucoup plus de déconstruction parce qu'il y a comment dire, en fait, un lien entre le, le, le physique et le mental. C'est-à-dire, quand on frappe quelqu'un, je parle là de la violence physique, quand on frappe quelqu'un, ça ne s'arrête pas dans le physique, d'accord? Ça dépasse le physique pour atteindre le mental. Parce que l'acte qui consiste à violenter, à frapper quelqu'un, c'est un acte qui tend à le diminuer en tant que personne. Parce que la personne a ce qu'on appelle une dignité. C'est-à-dire, et cette dignité-là, par exemple, ne pense pas que cette dignité commence à partir de l'âge adulte. Désolé, non, ça ne commence pas à l'âge adulte, ça commence bien avant l'âge adulte. Ça commence dès la conception de l'enfant. Dès la conception de l'enfant, écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire que, par exemple, la conception, par exemple, c'est quelque chose de tellement important que des psychologues canadiens, par exemple, une des psychologues canadiennes, nous dit, par exemple, c'est Marie-Thérèse Boin-Descarré, nous dit que, par exemple, euh, euh, la personnalité de l'enfant commence 20 ans avant sa naissance. L'identité de l'enfant, c'est 20 ans avant sa naissance. Ça veut vous dire quoi? C'est-à-dire la formation de l'identité de l'individu, la formation de la personnalité d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, par exemple, que l'enfant
qui vient de naître, en fait, c'est une conception bien au-delà de cet acte, d'accord, d'accouchement, d'accord, c'est tout le patrimoine génétique, intellectuel, économique, social de ces parents, d'accord, qui vont, c'est ces patrimoines-là, par exemple, qui vont le suivre. Mais ce n'est pas seulement ces patrimoines-là qui vont le suivre, mais aussi tout ce que cet enfant a vécu euh, durant soi, en fait, tout ce que cet individu a vécu durant son enfance, durant son adolescence, durant son âge adulte, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement important que certains auteurs pensent que les 6 premières années de la vie d'un enfant, en fait, c'est une période précieuse qu'il faut écoute, c'est une période tellement importante qu'on ne peut pas laisser l'éducation de l'enfant entre les mains de n'importe qui. C'est-à-dire, quand je dis n'importe qui, en fait, c'est pas parce que vous êtes où tu es, où on est, une maman ou un papa, cela fait de nous, en fait, comment je peux dire ça, un parent. On peut ne pas être prêt, d'accord, mentalement à être parent si on ne sait pas comment gérer son enfant, prendre soin de son enfant, mais également éviter que l'enfant soit l'objet de violences, que ce soit physique, psychologique, mentale. Et ça vaut aussi, par exemple, ça vaut aussi pour les adolescents, ça vaut aussi pour les adultes, d'accord? Donc, c'est pour vous dire que, par exemple, la violence, quelle que soit la personne, d'accord? En fait, aucune personne n'est faite pour être violentée. Donc, et là, moi, ça me fait penser à ce qu'on a à ce qu'on a comme adage dans notre culture. En Haïti, on dit que Timon, c'est Tibet. En fait, l'expression Timon, c'est Tibet, par exemple. Là, on est en train de parler de la violence. Écoute, l'expression Timon, c'est Tibet, c'est une manière de justifier euh, que l'enfant peut être violenté. L'enfant peut être violenté, l'enfant peut être... Écoute, c'est comme l'enfant n'a pas euh, une personnalité, c'est comme si l'enfant n'existe pas encore en tant que personne, d'accord? Et on pense que c'est à partir des châtiments, c'est à partir des faux, en fait, le fait qu'on fouette un enfant, à partir de tout ce qu'on construit, de tout ce qu'on fait à l'enfant, toutes ces violences qu'on impose à l'enfant, c'est tout ça qui va participer à la construction de l'enfant. C'est pas vrai. Ça participe plutôt à déconstruire l'individu. Pour vous dire que, écoute, la personne qui vous dit que, par exemple, écoute, moi, là, c'est parce que j'ai été, comment je peux dire ça, dur avec vous, c'est pour ça que vous êtes devenu quelqu'un de bien. Mais écoute, dis-lui pourquoi, par exemple, dans d'autres civilisations, on parle aux enfants et on a un meilleur pays. D'accord? On a un pays paisible, en tout cas, plus ou moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la violence ne peut pas participer à faire d'un homme ou d'une femme un bon citoyen, une bonne citoyenne. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, ça, c'est un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Bon, maintenant, on avait vu psychologique, on avait vu la violence, euh, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence économique dans les derniers cours. Et puis, là aujourd'hui, on va parler un peu de violence systémique. Donc, la violence systémique, moi, j'ai posé une question. En fait, c'est à vous la question. Est-ce que vous pensez que c'est une normalité ou quand est-ce qu'on peut parler de violence ou de normalité? C'est-à-dire quand on est tout le temps là-dedans, d'accord, est-ce qu'on peut parler vraiment de violence ou de normalité? Bon, la violence systémique, on va le dire comme ça, c'est une violence qui se réfère à la violence produite par l'organisation sociale. Cela implique deux choses. Premièrement, la structure de l'organisation sociale
c'est-à-dire la façon dont on organise l'État, le gouvernement, dont on organise le Parlement, d'accord? C'est-à-dire c'est la manière c'est la manière d'organiser la cité, pour reprendre Platon. Donc, c'est-à-dire la manière d'organiser la cité. Donc, c'est cette manière d'organiser la cité peut faire en sorte que les individus sont victimes de violences et au jour le jour, par exemple. Donc, et le deuxième point, c'est les individus, au fil du temps, vivons les actes de violence comme des actes normaux. C'est-à-dire la violence systémique, en fait, il y a deux dimensions. En fait, dans un premier temps, on a l'impression que le gouvernement, l'État, l'administration publique organise, on va prendre un exemple, organise l'immigration de telle sorte que, par exemple, on a ce qu'on a là, par exemple. C'est-à-dire, on a un tohu-bohu, on a un bing-bang, d'accord? Et puis, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se faire humilier, etc. Donc, ils vivent une violence, d'accord? Mais cette violence-là est organisée en haut et on a l'impression que, en fait, dans un deuxième temps, que c'est comme si c'était normal que ça soit comme ça. Donc, ce qui va nous étonner au fil du temps, ce qui va nous étonner, c'est, par exemple, de pouvoir soumettre sa demande, par exemple, de passeport en ligne et puis de passer, et récupérer son passeport dans un jour ou deux, ou que, par exemple, quelqu'un vous livre votre passeport chez vous. D'accord? C'est ce qui va, parce qu'on est tellement dans ce qu'on appelle, qu'on est pris dans les engrenages de la violence de l'État. Donc, quand ça va mieux, c'est ce qui va nous étonner. On va le dire autrement. On va prendre un autre exemple. Un autre exemple. Si un jour, vous remarquez qu'il y a genre 3 jours d'électricité ininterrompue, PDH décide de nous donner 3 jours d'électricité, d'accord, sans coupure. Écoute, ça va faire la une de l'actualité. Écoute, ça va nous étonner parce que, tout simplement, on est habitué avec le fait que, par exemple, on paye des bordereaux, que, qu'il y a beaucoup d'argent qu'on dépense pour l'électricité et finalement, on n'a jamais eu d'électricité. Et on vit avec, et quand on donne l'électricité pendant juste 1 heure, par exemple, tout le monde crie, ouais, yo, baili. Donc, écoute, ce cri-là, par exemple, ce cri-là, c'est un cri qu'il faut questionner. C'est-à-dire, pourquoi on est content, étonné, je ne sais pas, mais écoute, on est surpris d'un fait qui serait normal. Bon, on peut être aussi, on était tellement désespérés, on ne s'y attendait pas aussi. C'est peut-être que ça peut s'exprimer, ça peut s'exprimer de cette manière aussi, ça peut être compris de cette manière. Mais dans l'un ou l'autre cas, c'est qu'on est dans une situation anormale, on est dans une sorte de violence systémique, c'est-à-dire le système nous organise, en fait, nous abroie, nous transforme en des objets, d'accord, qui n'ont pas de droit, au lieu d'être sujets qui peuvent, en fait, faire valoir leurs droits. Par exemple, le droit d'avoir un logement décent, le droit d'avoir un logement décent, d'avoir un peu de sécurité, le droit de pouvoir manger, d'accord? Le droit d'avoir un boulot d'étudiant, d'accord? Même si on est étudiant, on a le droit d'avoir un boulot, d'accord? Le droit de vivre digne, d'accord? La dignité nous échappe. La dignité nous échappe tellement. Par exemple, moi, je questionne la violence systémique. Par exemple, quand je vois à l'Université d'État d'Haïti, en fait, devant chaque faculté, il y a un marchand ou une marchande, mais écoute, moi, je suis pas en train de reprocher, ou du moins
d'investir les marchands ou les marchandes. Mais il y a un marchand ou une marchande, c'est-à-dire qui vend, ou des marchandes qui vendent en fait de la nourriture, d'accord, dans des conditions infrahumaines, d'accord, et inhumaines, et mais tous les jours, là, écoute, il y a un doyen qui passe, là, il y a un recteur qui passe, il y a des personnes je sais pas, en fait, qui se nomment secrétaire général, en fait, d'accord, etc. Il y a toutes sortes de personnes qui passent, qui voient ça tous les jours, et ça n'a jamais choqué personne de dire, mais écoute, des étudiants ne peuvent pas manger dans ces conditions, et si des étudiants mangent dans des conditions, on ne peut pas espérer d'eux qu'ils soient de bons citoyens demain. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. C'est-à-dire, on est tellement là-dedans tous les jours, d'accord, ce qui nous aurait étonné, c'est le fait de dire, écoute, un étudiant peut manger décemment, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire, on se voit là-dedans comme ça, on se voit comme ça là-dedans, et on est là-dedans, donc, écoute, on est là-dedans parce qu'on est là-dedans, on ne sait pas comment on va s'en sortir, et on est là-dedans, on ne sait pas qui est responsable, mais oui, on sait, mais qu'est-ce qui nous arrive, peu importe. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle la violence systémique, on n'est pas, en fait, on n'est pas, on peut savoir, on peut connaître les responsables, on peut être conscient, c'est quelqu'un, c'est lui ou c'est elle qui est responsable, mais ce qui arrive dans la violence systémique, arrivé à un certain temps, l'individu va se dire, écoute, va s'accuser. En fait, il va y avoir une sorte d'auto-accusation. Écoute, c'est moi qui ne pas là. En fait, je ne suis pas à la bonne place. Mais c'est pas le problème, c'est pas parce que vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pas ça le problème. Le problème se pose pas. Le problème se pose. Il faut poser le problème pour comprendre que, par exemple, si on a un pays qui est comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas une élite responsable. Si on a une université comme ça, c'est parce qu'on n'a pas on n'a jamais eu des dirigeants responsables. Si on a une université comme ça, c'est parce que, écoute, on n'a jamais eu un recteur responsable. Si on a des ministères comme ça, c'est parce qu'on n'a jamais eu des ministres responsables. C'est-à-dire, pour comprendre la violence systémique, il faut questionner ce qu'on appelle les responsables. Parce qu'il y a quelqu'un qui est payé pour qu'on n'est pas là, pour qu'on ne soit pas là. Il y a quelqu'un qui est payé pour qu'on puisse avoir un meilleur cursus, par exemple. Il y a quelqu'un qui est payé pour que l'on ramasse les ordures dans la rue, par exemple. Il y a quelqu'un qui est payé pour un service, mais dans la violence systémique aussi, quand on est dans la violence systémique, il faut se rendre compte que on n'est jamais dans ce qu'on appelle la culture euh, du bilan, par exemple. La culture du bilan, c'est quelque chose qui fait tort dans la violence systémique. C'est-à-dire, personne n'a de compte à rendre à personne parce que le système est organisé de telle manière que, par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour aller à l'université, je sais pas, à une université qui est plus ou moins, je ne sais pas, propre, où l'on peut exiger les professeurs de venir faire leurs cours, à une université, par exemple, où ça se passe, on va dire mieux, d'accord, ou aller à l'étranger ou aller en République dominicaine. Donc, en fait, vous êtes responsable de votre source. En fait, personne ne vous a demandé de venir ici. Donc, si vous êtes ici, il faut rester là-dedans, il faut rester dans la classe, il faut rester dans ce qu'on connaît, par exemple, à la faculté de technologie. Bon, moi, ce que je voudrais que vous compreniez dans tout ça, c'est que quand on est dans la violence systémique, on est dans l'organisation sociale, on organise la société, on organise la faculté, on organise les ministères, on organise les sections communales, de telle sorte que cela se passe comme ça et qu'il y ait toujours, par exemple, des conditions difficiles et qu'il y ait toujours, parce que c'est-à-dire il y a une volonté manifeste à ce que les choses ne changent pas. Et à ce que les choses ne changent pas, aller regarder les différentes structures de la société. Et on va prendre des exemples simples. En fait,
pour une mairie, par exemple, aller demander au maire pourquoi il n'y a pas tel service ou tel autre service. Il doit vous dire, mais moi, je ne suis pas responsable. Écoute, c'est pas moi, écoute, c'est pas moi. Donc, allez demander au recteur pourquoi, par exemple, l'université est dans cette condition. Mais non, le recteur n'est pas responsable. Allez demander à la faculté, en fait, au doyen, par exemple, pourquoi la faculté est comme ça. Bon, lui-même, en fait, il ne sait même pas comment il est là. Donc, c'est-à-dire, et aller demander au, au chef de la police pourquoi, par exemple, des policiers meurent tous les jours et puis ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi, par exemple, on ferme des commissariats et puis personne n'a jamais donné sa démission. D'accord, mais pourquoi on ferme des commissariats et personne n'a jamais donné sa démission? C'est parce qu'on est dans la logique de la violence systémique. Donc, le système est organisé tel que, par exemple, qu'il y ait des plus corrompus à la tête des institutions et qu'il y ait, par exemple, toujours plus de personnes qui souffrent en bas, en bas de l'échelle. C'est ça, la violence systémique. Bon, en fait, il y a diverses échelles, il y a plusieurs échelles, mais à chaque échelle, c'est la même forme d'organisation. C'est-à-dire, c'est un système aussi, quand on est là-dedans, c'est un système aussi qui tolère le plus gros crétin à la tête de tout. D'accord? Écoute, on peut prendre n'importe quelle institution. Donc, vous allez comprendre que, par exemple, les gros crétins, les crapes, d'accord, les abrutis ont plus de chances dans un système pareil, que ce soit à l'université, d'accord, l'université d'État d'Haïti, c'est un exemple, d'accord, où il y a plus de beaux crétins qui dirigent partout. Donc, mais dans les ministères, d'accord, mais le Parlement haïtien, par exemple. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la violence systémique, c'est tout le système qui est organisé de telle sorte que, par exemple, les plus beaux crétins, d'accord, les crétins numéro un, d'accord, arrivent, c'est-à-dire à la tête, au sommet de la hiérarchie, et ils vont tout faire, par exemple, pour que d'autres élites, d'accord, d'autres membres de l'élite, d'autres personnes qui ont des idées révolutionnaires puissent accéder, parce que c'est à travers la corruption qu'on va garder le système, et puis vous aurez une seule alternative, Biden, c'est-à-dire laisser le pays, aller au Chili, aller en Argentine, aller en France, aller au Canada, en tout cas laisser le pays. Laisser le pays est une alternative pour lutter contre la violence du système. Donc, moi, ma question pour clore un peu cette partie, d'accord, c'est est-ce que vous pensez que la violence, est-ce que vous pensez que la violence systémique pourrait prendre fin, en Haïti par exemple? Ou est-ce que le système qui a engendré une telle violence, est-ce que c'est le système qui a engendré une telle violence ou c'est la violence qui a engendré un tel système? Donc maintenant, je pense que vous pouvez réagir. Donc, je vais faire une pause de mon côté et puis je vous donne la parole.